Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on s'intéresse aux coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet. Et aujourd'hui, on va reprendre le rythme. Bienvenue en 2022. Je vous avais laissé en 2021 avec une série sur les sciences et médias. Et là, cette fois-ci, on reprend vraiment quelque chose de plus traditionnel de ce qu'on faisait sur la chaîne avant. Et je vais d'ailleurs commencer en répondant à une question qu'on m'a envoyée par mail, qui est une question très vaste, qui parle de comment est-ce que moi je fais mes recherches pour créer mes vidéos de vulgarisation scientifique. Alors je vais essayer d'y répondre de mon mieux et je vais le faire en deux parties. Aujourd'hui je vous présente la partie un petit peu philosophie de comment est-ce que je fais mes recherches, où est-ce que je choisis de placer mon énergie, ou du moins quand j'essaye de placer mon énergie à un endroit, j'essaye de pas trop m'éparpiller. Et la semaine prochaine, on parlera vraiment de l'aspect beaucoup plus pratico-pratique. Donc aujourd'hui la philosophie, semaine prochaine pratico-pratique. Sachant que dans tout ça, je voudrais faire un petit disclaimer, je vous présente ma façon de faire, et c'est pas parce que je fais comme ça que c'est la bonne façon de faire, et encore moins la façon unique de faire. Notamment, moi je choisis de faire toutes mes vidéos à partir quasi exclusivement d'articles de recherche scientifique. Or, dans la vie, l'essentiel de la vulgarisation que vous consommez, c'est souvent plus issu de lecture d'articles de presse, de communiqués, de résumés, etc. Donc, dans les deux vidéos où je vous explique mon procédé, c'est vraiment à vous de l'adapter à la façon dont vous travaillez, parce que j'espère que vous allez retirer quelques informations de ce que je vais vous dire. Donc, ma philosophie, si on veut, de comment est-ce que je fais mes recherches pour faire mes vidéos de vulgarisation, ça va se découper, on va dire, en trois grands points. Le premier, et c'est le plus important, c'est le majeur, c'est d'arriver à résister à l'envie de tout dire, de réduire le champ de ce dont on va parler. C'est vraiment le point le plus important et de loin. Vulgariser, c'est faire un deuil permanent, et plus vous êtes bon à faire le deuil, plus votre communication sera efficace et droit au but. Et c'est dur! C'est super dur. Même moi, je trouve que je le fais pas assez encore et de loin. Quand je fais des vidéos de 20 minutes, je me tape sur les doigts. J'ai pas réussi à synthétiser assez. Et ça commence même à l'étape de la recherche. Alors déjà, il faut se mettre dans l'état d'esprit que quand on cherche une information, c'est pas pour devenir des experts, mais d'être capable de diffuser de l'information juste. Ce qui nous amène à pas faire du tout la même recherche. Parce que quand on veut être expert, on a besoin de tout savoir. Quand on veut diffuser l'information juste, on a besoin d'être sûr que cette information est juste. Donc, deux mondes différents. La difficulté, c'est que souvent, on commence ses recherches en ayant un thème générique et rarement une idée précise. Et donc là, c'est hyper dur de focaliser ses recherches et de pas partir dans tous les sens parce que justement, on ne sait pas comment focaliser ses recherches puisqu'on veut utiliser ses recherches pour choisir son sujet. Donc évidemment, là, il y a d'abord une étape de défrichage où on s'autorise à aller un petit peu dans tous les sens, mais quand on s'autorise à faire ça, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans le détail, on reste sur des choses plus faciles d'accès, par exemple des articles de presse, des blogs, des vidéos, pour avoir une espèce de vision d'ensemble du sujet. Par exemple, en ce moment, je travaille sur une vidéo sur le microbiote, je connais rien sur le sujet pour l'instant, donc je regarde pour l'instant des choses qui sont déjà vulgarisées, et après je me plongerai dans les articles de recherche. Mais comme ça, je peux défricher un petit peu la chose. Et donc comme ça, vous savez dans quelle direction les articles de recherche s'orientent, et quand on a une compréhension superficielle mais générale du sujet, ben c'est vraiment là qu'on arrive à plonger. Et donc une fois qu'on a défriché, on peut vraiment identifier son sujet, et là ça devient plus clair évidemment, espérons-le. Et puis accessoirement, ça permet de choisir un sujet où il y a vraiment des ressources. Je vous donne un exemple comme ça, il y avait le sujet sur le papier bulle que j'ai fait sur Syllabus, sur ma chaîne principale. Ce dont je voulais parler, qui était vraiment la mécanique du papier bulle, donc je voulais vraiment rentrer dans le détail de l'expansion, de la résistance des matériaux, etc. Mais sur ça, j'ai pas trouvé d'informations. Donc il a fallu à un moment donné que je me recadre pour être capable de parler du papier bulle quand même, mais j'ai changé mon sujet par rapport à ce que j'avais en tête à l'origine. Et donc évidemment, une fois qu'on a défriché le domaine, qu'on a choisi son sujet, là maintenant, c'est là qu'on va approfondir ses recherches, en tout cas c'est comme ça que je fais moi, et c'est là que ça devient très très dur d'arriver vraiment à s'arrêter quand on a assez d'informations. Et là, il faut se faire violence tout le temps pour s'empêcher de creuser encore et toujours plus profondément son sujet. C'est pas facile. Je vous donne l'exemple de la vidéo sur l'IMC qui vient juste d'être publiée, il me semble, au moment où vous regardez cette vidéo-là. Au moment de mes recherches, je trouvais que c'était assez pertinent que j'ai une phrase ou deux sur l'historique de la création de l'IMC. Et alors je me suis tapé tout un article qui parle de ça pour 2 phrases. Et donc là, je me fais violence, je n'approfondis pas, je vais pas chercher le détail, je m'empêche d'aller regarder ça, parce que je sais que ça va être 2 phrases dans mon texte, et que, a priori, j'ai pas besoin de plus d'informations pour donner l'information juste.
Il se trouve que finalement, je n'ai même pas mis l'historique dans la vidéo finale, donc même ça, c'était en trop. Mais voilà, c'est difficile, donc. En fait, il faut sans arrêt se poser la question de est-ce que ce que je suis en train de lire me permet de faire une meilleure communication, ou est-ce que c'est simplement pour me rassurer sur le fait que j'ai été exhaustive dans mes recherches et que je ne suis pas une imposteuse, si on peut dire ça comme ça, ou est-ce que c'est juste pour satisfaire ma curiosité? Bref, est-ce que vous faites ces recherches parce que votre sujet le demande, ou est-ce que c'est pour vous? Pas facile de répondre à cette question, vraiment pas facile. Par contre, sur la pertinence de l'IMC, ça je sais que c'est vraiment mon sujet, donc je vais lire plusieurs articles sur le sujet et creuser vraiment la question. Et là, je sais que sur ça, il faut vraiment que je dépense de l'énergie. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Mais mon premier conseil, ça va être de préciser votre sujet au maximum. Plus vous le précisez, plus vos recherches seront faciles. Et à contrario, quand vous avez un sujet qui a des ramifications infinies, comme le changement climatique, le nucléaire, la nutrition, etc., c'est un danger énorme que de se mettre à faire des recherches qui prennent des semaines, simplement parce que, en fait, à chaque lecture, on comprend qu'en fait, le sujet est 1000 fois plus complexe qu'on ne le pensait au départ et qu'il nous manque des billes. Et c'est là qu'il faut très vite définir la frontière de ce dont on parle, parce que sinon on s'en sort jamais. Et dans ces cas-là, j'ajoute aussi les rares fois où je fais des sujets comme ça qui ont vraiment beaucoup d'implications, j'ajoute aussi beaucoup de nuances justement pour montrer que c'est plus compliqué qu'on imagine et pour me permettre de ne pas avoir à faire une recherche exhaustive sur tout un pan qui est à côté de ce dont je veux parler. Mais bien sûr, c'est un jeu d'équilibriste, la vulgarisation. Quand on limite nos recherches et qu'on dit ok non ça je regarde pas, il faut que je contienne ce que je fais quand même, ben, on prend le risque de dire une connerie sans s'en rendre compte, parce que on s'est pas rendu compte que finalement on aurait eu besoin de lire un peu plus sur le sujet. Donc c'est très difficile. J'ai pas beaucoup de techniques, hein, ça vient beaucoup avec l'expérience que de se rendre compte si on a besoin de lire quelque chose ou non. Je vous avoue que moi j'ai une technique pour me prémunir de ça, c'est que pour être sûr que j'ai aucun problème vis-à-vis du fait qu'il me manquerait des connaissances, c'est que je prends des sujets super niches comme la composition de l'air dans les cavités du poivron, ou encore à quoi sert la fourrure des capuches. Ben là je peux éplucher toute la littérature parce que ces sujets sont tellement niches qu'il y a quoi 2 articles. Ça me permet alors de satisfaire ma propre crainte de me planter, parce que j'ai tout lu, tout en ayant des sujets très précis. Donc bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut faire ça à chaque fois, mais c'est une des raisons pour lesquelles mes sujets sont extrêmement précis, c'est parce que au moins j'ai moins peur de me planter dans ces situations-là. Mon second conseil, si vous débutez en vulgarisation scientifique, ne traitez pas de grands sujets de société, faites ce que vous voulez, mais mon conseil ce serait de ne pas le faire, et de traiter de choses simples, aux recherches rapides, sinon vous allez vous engouffrer dans un trou noir de temps qui risque en plus de vous dégoûter de l'exercice. Donc voilà. Deuxième grand axe de ma philosophie, c'est pompeux de dire ça, second, en tout cas, bref, c'est de chercher l'info la plus à jour. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris en faisant ma thèse, c'est de chercher toujours les articles les plus récents. En fait, l'article le plus récent ne sera pas forcément le meilleur, mais normalement, s'il est bien fait, vous aurez la vision actuelle du consensus scientifique, ce qui est évidemment toujours important, et les références vers les articles les plus pertinents. Donc ça peut être, c'est souvent lui mon point de départ vers trouver les bons articles aussi. Et puis tout simplement, la recherche a pu évoluer, et ce qu'on pensait vrai il y a 20 ans n'était en réalité pas assez compris, et la compréhension du monde a changé depuis. Donc c'est important de toute façon de lire les articles les plus récents, donc autant commencer par eux. Aujourd'hui, moi je ne vais plus chercher des articles des années 60 ou 70 qui ont été précurseurs dans leur domaine, sauf si je veux apporter un aspect historique, évidemment. Donc le fait de se concentrer sur la recherche récente et de fermer la porte aux vieilleries, entre guillemets, ça aide aussi à être un petit peu plus efficace dans ces recherches. Reste à définir ce que signifie recherche récente. Et ben c'est relatif, parce que pour une recherche hyper active, ce sera les 2 dernières années, pour une recherche qui n'intéresse plus trop, ce sera dans les 10-20 dernières années, et puis une recherche qui n'intéresse plus personne, ce sera il y a 50 ans, donc c'est relatif tout ça. Donc mon troisième conseil, débutez avec les articles les plus récents, et vous évaluerez ensuite à quel point vous avez besoin de remonter dans le temps. Mon troisième grand axe pour faire mes recherches, c'est d'essayer de garder un regard critique. C'est pas parce que c'est un papier de recherche que c'est exempt d'erreurs. Ça représente l'opinion d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs qui ont normalement fait tous les efforts possibles pour gommer leur opinion, justement, et ne présenter que des faits. Mais sur certains sujets, avec certaines personnes, c'est imparfait. Donc il faut toujours garder son jugement. Et en parlant d'exercer son jugement, il y a quelque chose qui est bien de faire, que moi je ne fais pas tant que ça, mais ce serait bien de le faire, c'est de vérifier que tous les articles que vous utilisez ne sont pas issus de revues prédatrices, qui sont des revues dans lesquelles les chercheurs peuvent publier, mais qui ne suivent pas vraiment les règles de la science et de la publication scientifique. De vérifier aussi les conflits d'intérêts des chercheurs dont vous lisez les travaux,
Personnellement, je le fais très peu. Je le fais quand j'ai un mauvais sentiment. Souvent, ça se sent quand il n'y a pas eu de relecture sérieuse dans les articles, donc pour le cas des revues prédatrices par exemple, et j'exclus ces articles sans même vérifier s'ils étaient dans cette situation. Un article mal écrit, pour moi, c'est vraiment une alerte. Pour ce qui est des conflits d'intérêts, ça je les lis toujours quand ils sont accessibles dans l'article, mais je vais pas les chercher en plus si j'ai pas d'éléments qui me feraient penser qu'il pourrait y avoir un problème. Par exemple, pour mon épisode sur les brosses à dents, là j'ai traqué tout le monde, tous les articles, parce qu'il y avait des conflits d'intérêts partout. Pour l'air dans les cavités du poivron, j'avais moins de doutes, j'ai jamais vérifié les conflits d'intérêts de qui que ce soit. Donc c'est du cas par cas aussi. Je vous donne un autre exemple pour l'épisode sur pourquoi est-ce que la peau fripe dans l'eau. L'article que j'avais le plus récent, donc ma deuxième règle, daté de 2021, donc on ne peut pas faire plus récent à ce moment-là, mais il était écrit par un seul auteur. Ce qui est quand même assez rare. Et puis, il écrivait beaucoup de conclusions sur l'évolution, alors qu'on n'était pas dans un journal qui parle d'évolution. Et surtout, sa discussion ne parlait pas d'une autre recherche qui allait dans le sens opposé à lui. Et je trouvais qu'il développait pas vraiment les limites de son expérience à lui. Et là, je trouvais que ça faisait beaucoup de choses qui s'accumulaient, qui étaient un peu louches. J'ai cherché qui était cette personne-là, ce que j'ai trouvé m'a pas donné confiance du tout dans sa recherche. Et je l'ai alors à peine cité dans la vidéo, alors que c'est lui qui avait probablement le protocole expérimental le plus solide. Donc là, j'ai exercé mon jugement, à tort ou à raison, ça je le saurai jamais, mais j'ai fait ce travail-là de vérifier et de juger de est-ce que cette chose-là, je devrais la mettre en avant ou pas. Donc mon dernier conseil, c'est un peu celui-là. Peu importe ce que vous lisez, c'est important d'aller chercher les sources les plus fiables que vous êtes capable de lire, mais rappelez-vous que ce sont toujours des humains derrière et que parfois un humain ça se trompe. Donc on est toujours un peu alerte. Puis tout ce que je viens de vous dire, là, ces trois grands axes, ça marche très bien quand je suis capable de lire les publications scientifiques. Mais c'est pas le cas de façon systématique. Quand il y a trop de maths, trop de chimie, trop de bio, trop de stats, j'ai pas les bases pour comprendre, je sens mes limites. Puis là c'est une alarme pour moi, là, c'est un red flag. Si je suis pas capable de comprendre l'article, je m'embarque soit pas dans le sujet, soit je suis obligée de faire ce que j'appelle un transfert de confiance, c'est-à-dire que je vais aller chercher une autre personne que moi qui va être experte pour me parler du sujet, alors même que je suis pas capable de lire les articles. Et donc là, après, j'essaierai de croiser les informations avec ce qu'il ou elle me donne, avec de la documentation que je suis capable de comprendre, mais vraiment, je vais transférer ma confiance à cette personne-là. Voilà, vous avez donc les trois grands axes de la philosophie, pour être pompeuse, que j'emploie quand je fais mes recherches pour les vidéos de vulgarisation scientifique. J'ai conscience que ça reste un peu abstrait. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les outils que j'utilise, puis j'espère que ça devrait un petit peu vous aider à comprendre comment faire si jamais vous voulez utiliser la même technique que moi, ou si jamais il y a des petits morceaux que vous pensez utiles à votre usage, à vous. Donc là, vous le voyez, je réponds à une question. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. Plus c'est interactif, plus j'apprécie. On se retrouve la semaine prochaine.